Je vais vous présenter un débat, une conférence sur mai 68 à l'école des mines. J'avais préparé, cette idée nous est venue au cours d'une rencontre à votre cafétéria que je ne connaissais pas. Et nous avons eu cette idée parce que je me suis aperçu que à la fois les anciens ne savaient pas ce qu'avait été mai 68 dans notre école, les nouveaux non plus. Nous étions finalement une petite frange de quelques promotions qui avons vécu toute l'intensité de ces événements. Bon, j'ai écrit un article assez long sur le sujet, mais je préférais la forme orale à la forme écrite, dans la mesure où certains événements ne sont pas encore prescrits. Et pour éviter, comme je cite des noms, pour éviter des ennuis éventuels de personnes qui pourraient m'inquiéter voilà la CNIL. Voilà, mon exposé va être relativement bref et il sera suivi d'un débat, si vous êtes bien d'accord. Nous allons envisager d'abord, j'ai prévu un plan en plusieurs parties, avant les événements eux-mêmes, très résumé parce que la partie, je ne suis pas ici pour faire un cours d'histoire, mais juste parler de ce qui s'est passé à l'école, les événements plus particulièrement à l'école tels que nous avons vécu. Là je détaillerai un peu plus le travail des commissions, et notamment de 6 commissions qui représentent l'essentiel de nos activités, et ensuite un petit paragraphe sur après les événements. Alors, première partie, avant les événements. Donc avant les événements, nous étions en 67. Je fais donc partie de cette promotion qui va fêter le 40e anniversaire cette année. Nous sommes arrivés des concours. Et notre premier contact avec l'école fut un stage dit de détopilisation que moi j'ai effectué dans la sidérurgie. Bon, ensuite, on commençait les cours, je ne me surprendrai pas. Bon, il y avait un bureau des élèves dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Notre délégué de promotion est M. Perez, notre président du bureau des élèves, pardon. Notre délégué de promotion est un Jean-Pierre Floris. Bon, nous avons suivi tous les cours. Les cours de première année, disons, au moins le premier semestre, sans remarques particulières, disons, les cours habituels qui commençaient par fichier serre et la cristallographie, enfin tout un tas de professeurs qui pour nous étaient extrêmement prestigieux, qui faisaient ce qu'on appelle les amphis ex cathedra du haut de leur chaire. Par exemple, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, dont la plupart sont maintenant décédés, mais enfin, Francis Fer pour la thermodynamique, pour nous, pour moi surtout qui suis métallurgiste, Lacombe, Paul Lacombe. Voilà. Et puis Tincelin qui s'occupait de l'organisation des entreprises, vous en avez entendu parler tout à l'heure. L'ambiance des étudiants, c'était une ambiance studieuse, mais assez agitée, enfin effervescente, disons. Et la tendance politique dominante, c'était la gauche. C'est-à-dire que 90% ou 80%, disons, de la promotion était franchement à gauche, ce qu'on appelle gauche-gauche, c'est-à-dire, à l'époque c'était l'UGE, le syndicat dominant. Il y avait plusieurs membres de l'UEC. Puis il y avait des mouvements divers et variés comme la gauche prolétarienne, les marxistes-léninistes, les trotskistes, tout un tas de mouvances à l'époque très virulentes, les maoïstes, puisque Mao a déclenché sa révolution culturelle. Voilà. Qu'est-ce qui marquait cette époque également au niveau idéologique? Une étude de Bourdieu et Passeron qui venait de sortir et qui agitait beaucoup les débats étudiants, enfin en particulier dans les syndicats, c'était les héritiers. Bon, les héritiers, pour simplifier, et pour résumer, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ascenseur social, les héritiers les enfants de l'élite devenaient élite à leur tour en passant par les grandes écoles dont ils encombraient les sièges. Seuls 1% ou 2% des fils d'ouvriers avaient accès à cette sélection
qui se faisait, disons, au niveau culturel. Alors, qu'est-ce que nous avons introduit à cette époque? À cette époque, on a introduit un autre syndicat. J'en fais partie des 7 ou 8 enragés qui ont voulu d'un syndicat syndicaliste et non politique qui s'appelait la FNAJ. Donc on a introduit la FNAJ et je peux vous dire que c'était assez difficile d'introduire la FNAJ dans un milieu aussi nettement marqué à gauche. Nous étions vus comme des parias et je peux vous dire que dans les assemblées qui étaient la plupart du temps noyautées, il fut assez difficile pour nous, ne fût-ce que de faire passer une motion ou deux. Ça a été d'ailleurs une très bonne école de résistance pour moi et pour mes 4 collègues, dont 3 membres du bureau. Alors le bureau des élèves était assez mixte puisqu'il y avait des FNAJ et des UGE, donc il y avait Colin Chiles qui représentait l'UGE, et la FNAJ, Borez, Stremsdorfer, moi-même, Tasso, voilà. On ne citait que. Bon, donc il y avait une ambiance quand même assez chaude, disons-le. Au moins au niveau idéologique, parce que, bon, sortis de la taupe, les gens découvraient qu'ils avaient une conscience et pouvaient discuter librement. Quelques nouvelles internationales se passaient à ce moment-là. Bon, il y avait la mort de Che Guevara en octobre 67, le petit livre rouge, la révolution culturelle en Chine, l'assassinat de Martin Luther King, avril 68, et le début du printemps de Prague. Bon, à côté de ça, on avait les Beatles, Rolling Stone comme musique, qui était vraiment au top niveau, et qui avait largement supplanté tout ce qu'on appelait les chanteurs yéyé. La télévision venait de se mettre à la couleur. Et on écoutait à ce moment-là un feuilleton qui s'appelait les Shadocks et les Gibi, avec la voix de Claude Piepeux. Le tandem au pouvoir, le général, depuis 1958, et son fidèle Pompidou. Les événements eux-mêmes, donc ça c'est l'introduction. Les événements eux-mêmes, que s'est-il passé? Eh bien, il y avait un peu d'agitation. Nous sommes en début 68, mais ce que j'appelle les faits précurseurs passèrent assez discrètement, enfin même très discrètement. Bon, maintenant, on va trouver dans les rétrospectives historiques le fameux mouvement du 22 mars. Personnellement, je n'ai pas de souvenir particulier de ce 22 mars, ni de ce groupuscule animé par un certain Cohn-Bendit, qui est parti de la fac de Nanterre suite à une occupation. Tout ceci était en général lié à des manifestations anti-impérialistes liées au comité Vietnam. Vous savez que c'était la guerre du Vietnam, donc on était en pleine contestation. D'ailleurs, le 2 mai, le Premier ministre partait en Iran, en Afghanistan. Le 3 mai, ça a commencé, une évacuation musclée de la Sorbonne. On peut dire que là, ça a été un tournant, parce qu'il y avait donc une tentative d'occupation, et il y a eu un certain Cohn-Bendit à ce moment-là qui est devenu, et là, bon, on a commencé une manifestation quelques jours après, le 6 mai, manifestation qui a conduit à une arrestation de 400 personnes, qui ont été retenues à l'époque à Beaujon, et tabassées assez violemment. On a eu quelques camarades qui étaient dans ce premier contingent. Les premiers mots d'ordre apparaissent. Alors, et les manifestations en réaction, libérer nos camarades, nous sommes un groupuscule, parce qu'il y a eu le mot groupuscule qui a été lâché par le gouvernement. Bon, l'agitation a gagné très vite le milieu étudiant, l'ensemble des grandes écoles comme les universités, et certains de nos camarades de grandes écoles étaient très impliqués dans le mouvement. Un trio a émergé, je résume très vite, le trio Cohn-Bendit, Sauvageau, Gesmar, comme porte-parole. L'autre que vous voyez en ce moment, qui était Alain Krivine, qui est présenté par la LCA. Donc il y a eu les fameux 10 et 11 mai, la fameuse nuit d'émeute, qui a quand même constitué une sorte de paroxysme pour la violence, parce que ça s'est passé tout près, c'est la rue Gay-Lussac. Il y a eu des combats assez violents, il y avait des cocktails Molotov, des voitures brûlées, oui. Non, ça se passe en banlieue, mais à l'époque c'était plutôt rare.
Et j'ai fait des photos avec mon petit appareil le lendemain matin. Je me rappelle, c'était une nuit assez fébrile et un peu angoissante. Bon, le 13 mai, Pompidou revient de son voyage. Fouché était préfet de police et Perfit, ministre de l'Éducation nationale. En gros, c'est ce trio qui a géré ces événements. Mais c'est déjà bien tard pour réagir. Bon, le mouvement avait été très nettement étouffé par les médias, la télévision en parlait très peu, et il s'est étendu très rapidement. Grève générale de 24 heures, manifestation de 800 000 personnes, jonction ouvriers étudiants, là je résume beaucoup, il y a eu assez de livres qui ont été faits là-dessus pour que... C'est juste un simple rappel. Libération de la Sorbonne pour apaiser la foule. Les slogans qui apparaissent dans les affiches, c'était les discussions partout, c'était l'effervescence. Je me rappelle très bien qu'on pouvait parler dans la rue avec tous les gens que vous rencontriez. Alors c'est là qu'on a vu l'imagination au pouvoir, sous les pavés la plage, la prise symbolique du théâtre de l'Odéon, qui est devenu un forum permanent pendant des jours et des nuits. Les gens débattaient. C'était relativement plaisant d'ailleurs, parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait au moins se faire entendre. Le 15 mai, la CGT tente de récupérer le mouvement. Le 18 mai, nouvelle grève générale. Donc la CGT à l'époque, c'était Georges Ségui, un des grands ténors. Des mouvements sociaux éclatent un peu partout. De Gaulle, lui, qui feignait l'indifférence, était parti en Roumanie. Et il fait un discours télévisé le 19, à son retour, 19 mai, en demandant, suivant ses formules habituelles, aux étudiants d'étudier, aux travailleurs de travailler, et lancer son légendaire, la réforme oui, la chienlit non. Bon, mais tout ceci ne suffit à contenir le mouvement, la grève s'étend encore, on compte 8 à 10 millions de grévistes, il n'y a plus rien qui se passe. Et l'incendie qui couvrait, continue à reprendre. Le 22 mai, une nouvelle grande soirée. Et on commence à sentir quand même un mouvement de faiblesse. Un certain nombre de Français commencent à être excédés de ces grèves à répétition. Je crois que la dernière nuit, dite nuit rouge, fut celle du 24 au 25 mai. Et qui aboutit du 25 au 28 à 3 jours de négociations intenses qu'on appelle les accords, enfin qui a abouti à ce qu'on appelait les accords de Grenelle, accords sans précédent qui aboutissaient à accorder les augmentations de salaire de 35% du SMIC, le retour aux 40 heures, oui à l'époque c'était un retour, renforcement des délégués d'entreprise et des avantages sociaux. Une manifestation le 27 quand même à réponse animé par le PC de Georges Marchais le PC de Georges Marchais appelait déjà à la reprise du travail. Pourtant chez Renault, le 28, il rejette ses accords. Alors le 29, De Gaulle commence à montrer des grands signes d'inquiétude. C'est là qu'il a eu sa période de 2 jours où il est parti à Colombie officiellement, mais secrètement à Baden-Baden à rencontrer Massu. On entendait, je me rappelle, des bruits selon lesquels des chars seraient en route vers Paris. Le 30 mai, c'est la manifestation des autres, c'est-à-dire la manifestation retour, soutien au gouvernement, marseillaise, écharpe tricolore, et le rapport de force est inversé. Modification du gouvernement rapide, reconquête de Paris, qui a été considéré comme terminé à la fin du mois de juin, avec cet épisode qu'on appelait celui des Katangais. Reprise du travail progressive, l'évacuation de Renault, de Peugeot, législation et élection législative du 24 juin et succès écrasant de l'UDR, Union de défense de la République. Les campagnes françaises avaient dit oui au général et demandaient un rapide retour à la normale. En gros, ça a été la grande peur. Un nouveau gouvernement est formé. De Murville assure la reprise en main. Pompidou sera mis en réserve de la République. Bon, vous savez ce qui s'est passé 2 ans après. Voilà. C'était simplement, en gros, pour montrer la brièveté de la période, l'intensité des événements, la violence qui a régné et l'atmosphère extrêmement tendue. Mais pendant ce temps, que se passait-il à l'école des mines? L'école des mines était au cœur géographique des événements, puisque nous étions
au quartier latin, au bord du quartier latin. Quand le quartier latin était bouclé, c'était le quartier de la Sorbonne. Nous étions juste en zone libre par rapport à la zone occupée, si vous voulez. Voilà. Et bien sûr, cette école fut le siège d'une intense activité. Voilà. Je vais vous la détailler maintenant. Non, sans vous rappeler un petit incident plutôt comique. Nous étions soumis à l'instruction militaire obligatoire et on nous avait appris à nous défendre dans les combats de rue. Toutes les semaines, toutes les 15 jours, on allait à Vincennes faire des exercices militaires. On nous avait appris à fabriquer des cocktails Molotov. Il faut au moins voir comment les fabriquer. Et évidemment, le canard enchaîné avait repéré cette chose-là et s'est empressé de le publier en disant que nous avions subi, c'était l'armée elle-même qui formait les révolutionnaires. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il s'est formé ce qu'on appelle un comité d'action. Je crois qu'il y a eu un comité d'action des élèves, mais en même temps s'est formé un comité des professeurs, qui avaient chacun leur représentant. Le représentant du comité d'action des élèves, on le connaît, il est toujours en activité dans l'association actuellement, donc je ne le citerai pas. Disons que dès que nous avons connu les premières manifs et nos premiers retenus de Beaujon dans l'année du 4 mai, et encore qui n'étaient pas des militants particulièrement virulents, il y a eu quand même des réactions. La création du comité d'action, il y a eu aussi pendant la nuit du 10 au 11 mai, ou celle du 24, plusieurs descentes de police, les CRS rentraient juste dans la maison des mines. Et je me souviens de cette scène de la descente à coups de matraque d'un certain nombre d'entre nous, ceux qui revenaient après, particulièrement amochés. Il y a quelques jours d'interrogatoire. Ceci dit, nous n'étions pas blancs non plus. Nous avons plusieurs mineurs particulièrement engagés, dont quelques-uns dont je respecterai l'anonymat, mais qui participaient aux barricades. J'ai gardé une photo d'un d'entre eux devant notre barricade qui était ici dans la rue. Et il y en a eu d'autres, dont un qui s'est fait mettre involontairement en couverture de l'Express, que sous son masque et malgré son bouclier en couvercle de poubelle, tout le monde l'avait reconnu. Et je n'en dirai pas plus. C'était sur la couverture de l'Express. Donc il y a eu une période de flottement qui s'est tout de suite calmée par une grande maîtrise des événements. La première réponse est la création du comité d'action des élèves. Tenait ses réunions le soir en maison des mines, piloté bien sûr par les éléments de gauche et les troisième années, les plus mûrs d'entre nous, et préparait toutes ces réunions ne laissant rien au hasard. Et pendant, à la place des cours, tout a été interrompu à l'école, se sont mises en place des commissions qui ont travaillé à la réforme de l'enseignement et de l'organisation de l'école. Si j'ai bien compté, il y en avait 6. Et pour nous, c'était un changement fondamental. D'abord, c'est qu'on discutait de l'enseignement, nous étions des acteurs, nous discutions avec les professeurs. Et ça, c'est un événement qui nous a particulièrement impressionnés parce que nous étions un petit peu l'égal, la formation mise à part, ils discutaient d'égal à égal avec nous. Donc voilà, il y a eu d'abord une période de confusion maîtrisée, des travaux de commission pendant tout le mois de mai, les conclusions des travaux et les résolutions prises en juin, les vacances de juillet-août, phénomène important, le stage ouvrier en septembre, où nous allions pouvoir appliquer les théories professées par nos grands réformateurs, et le début de mise en place des réformes pendant les 2 années qui ont suivi. Les acteurs en présence, donc je vous rappelle qu'il y a les élèves, qui étaient, alors évidemment l'essentiel de l'animation politique se faisait soit à la Meudemeux, soit dans les facs environnantes. Il y avait des réunions un peu partout, improvisées ou organisées. Évidemment, l'UGE tentait de contrôler tout, et de son côté, la FNAGE aussi tenait un comité de liaison inter-grande école. Le bureau des élèves, les élèves comportaient 3 types des uns différents, mais pas beaucoup. Les engagés à gauche, la majorité, et des engagés de droite, minoritaires.
Bon, pendant ce temps, il y avait une communauté catholique dont je dois dire que l'aumônier, bon, maintenant décédé, était le père Blond, qui avait évidemment des sympathies de gauche plus que marquées, qui avait invité, qui invitait, je dirais, qui mettait un peu d'huile sur le feu en invitant le dominicain Pierre Chenu, qui nous a posé de grandes questions sur le sens de la révolte étudiante, avec moult références à Mao, Trotsky et Cuba. Bon, il y avait les professeurs. Alors le directeur des études en particulier participait beaucoup. Plusieurs professeurs notoires et pour nous des gens de très haut niveau participèrent à nos réunions. Les comptes rendus de commission étaient co-signés par les professeurs et les élèves. Et il y avait un autre milieu tout aussi actif intellectuellement, c'était les chercheurs. Bon, moi je m'intéressais surtout à la recherche en métallurgie, qui était d'ailleurs l'option la plus courue à l'époque. 20% de la promotion faisait l'option métallurgie. Alors, il y a eu des tentatives, voilà. Alors je vais vous en parler. Alors le travail des commissions. Il y a eu des commissions internes et des commissions internes d'école. En général, les commissions proposèrent des réformes, posèrent des problèmes, proposèrent des solutions. Pourquoi le taire? À cette époque, comme l'extrémisme était presque la norme, une des revendications majeures était la suppression des grandes écoles, au lieu de maintien des privilèges de la classe dominante. Et certains voulaient rattacher à l'université. Bon, nous n'en sommes pas allés aussi loin, disons que nous sommes contentés de réformes terre à terre. Alors, je parle des 6 commissions actives. Bon, j'ai conservé les pavés, et qui étaient surtout composés des élèves des 3 promotions, ce qui était intéressant, et de professeurs. Mais quand je relis, avec le recul, la naïveté des arguments avancés par les élèves, j'en frémis, mais je vois que la plupart des professeurs ne se sont pas laissés posséder et ont répondu avec une grande habileté à l'ensemble des pseudo-arguments qui leur étaient présentés. Alors, les commissions s'appelaient vocation de l'école, pédagogie, statut des professeurs, programme d'enseignement, sciences humaines. Le tout chapeauté par ce qu'on appelait une commission permanente. Déjà le 20 mai, c'est-à-dire 2 semaines après les événements, le début des événements, un travail bien avancé, donc il n'a pas perdu de temps. Et effectivement, c'était réunion sur réunion, tous les jours. Entre les réunions, il y avait des manifs, et le soir, il y avait des réunions au comité, en école, au comité d'action. J'ai retrouvé un emploi du temps au hasard, celui de la journée du 22 mai, 9h réunion d'information, 10h30 commission, 13h30 rapport des commissions, 14h AG du comité de liaison à la Halovin, 18h commission tripartite, 20h30 débat avec les chercheurs. Vous voyez, c'était des journées très occupées. Le 30 mai, une guerre de communiqués apparaît sur un thème central de tous les débats, la parité dans les comités décisionnels. Les grandes écoles avaient décidé de créer 2 comités, pratiquement toutes ont fait la même chose, comité d'enseignement et un conseil de perfectionnement. C'était des comités qui devaient statuer sur tous les points que nous avons étudiés. La participation des étudiants y fut organisée, voire renforcée, et bien sûr les étudiants demandaient la parité de la majorité absolue. Sous l'argument, je cite, que les élèves ingénieurs sont des ingénieurs travailleurs dont les exigences ne sauraient être satisfaites qu'en alliance avec le mouvement ouvrier. C'est le président du comité d'action qui signe ces phrases-là. Alors, structuration des travaux. Un peu partout dans toutes les grandes écoles émergeaient un peu les mêmes idées. Comité d'enseignement composé à parité d'élèves, avec ou sans parité décisionnelle. Autour de tout ça, les élèves seraient-ils associés aux décisions jusqu'à pouvoir les imposer? Est venu le terme un peu plus flou et politique de décision collégiale assistée. Je n'insiste pas, mais en gros, ça voulait dire qu'il y a quand même
des limites qui n'ont peut-être pas été franchies. En plein travaux, dans l'école des mines, chez nous, le comité d'action a commencé à prendre ses distances. Pourquoi? Parce que petit à petit, il trouve que les travaux, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, ça ne va pas du tout dans le sens qu'il souhaitait, c'est-à-dire la démocratisation totale et l'affiliation des grandes écoles à l'université. Mais il va être pris de vitesse. Et finalement, les conclusions des commissions vont arriver et il va être obligé du moins ses membres, pas en tant que comité d'action, mais ses membres vont être obligés d'entériner ces décisions puisqu'elles étaient collégiales et assistées. Voilà. Alors, la commission permanente, ça c'est la commission d'orientation et de coordination. C'est là qu'on retrouve les plus engagés politiquement et les enragés, parce qu'on les appelle comme ça. Donc, en particulier, ils ont entériné la nomination d'un comité de gestion et d'un conseil de perfectionnement où les élèves occuperaient, et ça c'est nouveau, entre 40 et 50% des sièges. La vocation de l'école. D'ailleurs, ce taux était aussi le taux de participation dans les commissions. Dans les commissions qui étaient là pour proposer, les élèves étaient quand même bien largement majoritaires. Alors, la vocation de l'école, ça c'est le gros problème. Nous avons fini par nous mettre d'accord après avoir. Je ne vous cache pas que les discussions ont été très longues et très animées, voire philosophiques. L'objet de notre école était de former des ingénieurs de haut niveau, compétences industrielles novatrices au cas par cas et orientées vers les besoins futurs de l'industrie et les conceptions novatrices dans les domaines techniques, sociaux et économiques. Il y avait toute une querelle, donc qui a été résolue ainsi, entre formatant des ingénieurs à haute responsabilité de commandement ou des ingénieurs techniciens, experts techniciens. La position d'alors, qui m'a l'air d'ailleurs d'avoir un peu perduré, c'est de former d'abord des experts techniques. Alors, elle précise aussi un terme qui à l'époque faisait bondir les gens, c'est le mandarinat, c'est la fin du mandarinat. Les mandarins n'avaient plus cours. En outre, une des idées de cette commission était d'élargir le recrutement. Bon, vous allez voir ce que ça a donné. Commission statut des professeurs. Bon, déjà, les professeurs n'étaient pas en odeur de sainteté, surtout parce qu'ils faisaient des amphis qu'on appelait ex-cathédra. Donc il y a eu le gadget de l'enseignement programmé, qui à l'époque était tout à fait nouveau, pédagogie assistée par ordinateur. Bon, je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait eu beaucoup d'applications, immédiatement en tout cas. Pour moi, c'est la commission qui a naturellement attiré le plus de professeurs du corps enseignant. C'est ainsi qu'on a vu Rousset pour la physique, Mandel, résistance des matériaux, Legrand pour la mathématique et Macron, je crois, pour le processus stochastique. Voilà, qui ont été un peu contraints de s'expliquer sur leur méthode, mais ils l'ont fait avec beaucoup de pédagogie, c'est normal, ils étaient professeurs, et c'est qui leur a permis de regagner des points. Commission programme d'enseignement. C'est cette commission qui a déterminé le programme de l'école et mis à l'essai pendant les 3 ou 4 années suivantes. Nous avions la 2e et la 3e année pour servir de cobaye, et elle a continué ses travaux jusqu'en septembre 68. Alors là, cette commission s'est particulièrement singularisée parce qu'elle a donné lieu à un accord unanime, qui n'était pas négligeable en ces temps troublés. La commission a réorganisé l'enseignement en constituant 8 départements, chacun muni d'un comité de département avec des élèves, mais à voix consultative. Ça, c'est le seul point qu'ils ont dû concéder. Les 8 départements ont simplifié la structure ancienne et sont mathématiques, physique et mécanique, sciences de la terre et mines à titre transitoire, parce que c'est un secteur dont on pressent à cette époque qui sera amené à disparaître, matériaux qui englobe la métallurgie, donc c'était là le début de la fin de règne, la chimie, l'énergétique, et le nouveau département,
donc tout va sortir, les sciences sociales et économiques. En même temps qu'on officialise la structure des départements, on institutionnalise leur association avec un laboratoire de recherche, ainsi qu'une structure participative. Alors, là c'est un petit peu comique, c'est tout l'ordre l'ordre idéal des conférences, de l'appliquer vers le théorique, c'est-à-dire qu'on préconisait la mécanique qui est appliquée, et d'évoluer vers la fin de troisième année vers la théorie physique et mathématique. Enfin, en gros, on n'a pas réussi, mais on a surtout renforcé la coordination entre matières. Ça, c'est peut-être une bonne chose. Pour ce qui est du contenu, l'une des décisions stratégiques sur laquelle je me pose encore des questions, c'est le renforcement du poids relatif des mathématiques, jugé fondamental. Parallèlement, on a réduit les statistiques. En physique, on a réduit la cristallographie, mais on a laissé intouchée la physique du solide, qui représentait un poids déjà très important. En sciences de la Terre, je m'attendais à ce que du fait des mines, tout ça soit réduit, mais pas du tout. C'est une discipline qu'on a jugée indispensable, et le stage géologie de première année en tronc commun a été acquis pratiquement sans discussion. Par contre, le glas de la minéralogie, paléontologie, géologie appliquée, qui resteront des travaux pratiques. Grand rescapé du nettoyage, les cours de machine ont été maintenus. Et ça n'est fallu de peu qu'ils soient supprimés dans la foulée. C'était aussi l'époque des grandes digressions théoriques. Et ça, c'est ce que nous réservait la commission sciences humaines. Cette commission, à quoi servait-elle? C'était le seul nouveau département créé et la grande innovation, une des plus actives. Et ce qui paraissait surprenant, c'est que c'est la seule qui a demandé l'autogestion. En particulier, son objectif était de développer chez les étudiants un esprit critique. Elle tenait particulièrement à rester maîtresse du choix de ses conférenciers extérieurs. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Eh bien, vous comprenez pourquoi facilement, parce que cette innovation a permis déjà à certains élèves, dont certains animateurs, dès la fin de la troisième année, de se présenter comme conférenciers alternatifs. Et nous eûmes la primeur de ces nouveaux enseignants, qui n'étaient pas des mandarins, et qui étaient plutôt proches de nous, puisqu'ils étaient de promotion après nous. En fait, cette commission, elle a réalisé ce que les autres n'ont pas osé faire. Marginaliser les enseignements libéraux, notamment les cours d'économie de Maurice Allais, qui était le principal visé, qui devient enseignement spécialisé, et non plus tronc commun. Introduire des matières nouvelles, l'épistémologie, analyse, philosophie de la science, pour développer l'esprit critique, bien sûr, puisqu'on accusait un petit peu Allais de nous endoctriner en ne présentant que la théorie libérale, et sa théorie d'ailleurs, et l'économie politique. Alors l'économie politique, sous différents vocables comme l'économie internationale, a fini par introduire l'économie marxiste, par le biais des cours d'économie comparée. Ceci dit, je ne sais pas si cet enseignement est toujours d'actualité. Elle intègre en même temps d'autres cours dont elle a pu contrôler le développement, par exemple la recherche opérationnelle et l'évaluation des coûts, et a fait passer en enseignement spécialisé donc le cours d'économie générale. Au passage, moi j'ai noté qu'elle avait introduit, mais c'est pour l'anecdote, un petit cours original d'expression orale avec une actrice non moins originale, Mito Bourboin, dont nous gardons tous un souvenir très pittoresque. Ah, la dernière commission, j'allais l'oublier, mais pourtant elle nous a donné, c'est celle à laquelle je participais, les méthodes pédagogiques. Cette commission fut active jusqu'au 22 juin, mais elle n'acheva définitivement ses travaux qu'au début de l'année 70, c'est-à-dire un an et demi après. Elle était placée en aval des autres commissions et permettait de mettre en musique leurs conclusions. En fait, il
fallait créer, par les méthodes pédagogiques, susciter une chose qui était, façon de le dire, assez délicate, susciter la motivation chez les élèves. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'élèves séchaient des cours. Les buts officiels assignés à la pédagogie, rassurez-vous, c'était d'abord de développer une attitude critique permanente. C'était dans l'air du temps. Je ne sais pas si aujourd'hui ce serait apprécié. D'emblée, on a rejeté les amphis ex cathedra, expression honnie du mandarina et de la relation de supériorité élève-professeur. Bon, une fois qu'on a dit ça, il restait à savoir par quoi la remplacer. Alors, les petites classes et l'option. En gros, c'était la grande innovation des années récentes, à l'époque, parce que dans les petites classes, il y a des relations plus personnelles, et dans l'option, on a un professeur pour beaucoup moins d'élèves, ce qui facilite aussi les relations enseignant-enseigné. Donc, oui, mais par contre, ça revenait à multiplier le nombre de professeurs, et vous comprenez que tout ça, en méthodologique, n'était pas facile. Donc, rien que trouver des assistants pour convertir en petits groupes, même si on n'était que 60, 70, des petits groupes de 2 ou 3, pour chaque matière, ça faisait beaucoup de monde. Qu'à cela ne tienne, nous avions d'autres idées. Les idées du moment, c'était les débats. Le professeur n'avait plus à s'instaurer comme sachant quelque chose qu'il allait exposer aux gens. On allait transformer les cours en grands débats politiques, ce qui présuppose que les élèves avaient lu le cours avant, et puis venaient débattre avec le professeur comme animateur. Alors, vous voyez un petit peu la difficulté, je pense. Donc, cela supposait d'avoir des polycopes. On en avait parfois qui n'étaient pas tout à fait de bonne qualité, ni tout près. Et ça supposait aussi que les gens qu'ils soient suffisamment bien rédigés pour que les gens puissent les lire avant. Je passe. Alors, il y a eu des discussions épiques sur l'ordre optimal, ATP ou TAP. Amphi, petite classe, travaux dirigés. APT ou ATP ou TAP. Passer du concret au général sous forme d'amphi. Personne n'a osé mettre TPA. Et en fait, derrière tout ça se cachait l'idée des professeurs et leur combat pour rétablir les cours ex cathedra, bien sûr, puisque je crois qu'à part ça, on n'a pas trouvé beaucoup de nouveaux moyens économiques pour faire passer l'enseignement. Un autre thème, donc, c'est réduire le tronc commun, augmenter le choix d'enseignement spécialisé, mais ça posait aussi d'autres problèmes. Le tronc commun était taxé de tous les mots, superficiel, laissant trop de place à l'individualisme. À l'opposé, l'option permet une relation personnelle, enseignant-enseigné, etc. Donc tout ceci a donné beaucoup de débats, je ne vous cache pas, passionnant d'ailleurs. Parmi les aspects débattus, tiens, j'en prends un autre, c'est la manière d'aborder les matières. Alors notre choix cornélien, c'était entre la démarche inductive, à partir de l'expérience, ou la démarche discursive ou axiomatique, qui présente la théorie comme une évidence a priori, ce qui était un petit peu la méthode de la plupart des cours, sauf les cours concrets comme la métallurgie, justement, qui était inductive. Alors, certains professeurs utilisaient l'une, d'autres l'autre. En tout cas, ils ont été invités à se justifier. Certains d'entre eux ont accepté de remettre en question leur pédagogie, et plusieurs cours, finalement, ont été sauvés parce qu'ils étaient menacés d'absentéisme par un certain nombre de ces innovations. Mais je ne vous cache pas que le problème fondamental qu'a dû traiter cette commission, c'est le maintien de la motivation des élèves. On a été jusqu'à l'idée d'un stage de longue durée. Enfin, elle a quand même eu des vertus, cette commission, c'est de s'attaquer à des points sensibles, l'incitation au travail, l'anonymat du contrôle, le travail en groupe et le classement de sortie. Fallait-il les maintenir? Tout était remis en question, il faut voir à cette époque. La question de l'intérêt au travail, tout pouvait être posé. Alors, les incitations classiques, les classements, les notations.
Alors c'est là que parmi les grandes découvertes, ça a été la notation à 5 échelons, A, B, C, D, E, calquée sur la méthode américaine, je crois, à la place des notations sur 20. Bon. Voilà. Le dossier de l'élève aussi, ça a été quelque chose qui aboutit à... finalement, plus on discutait de ces choses-là, et vous comprenez aussi qu'il y avait un piège à rebours, c'est que plus nous discutions, plus nous avancions dans ce débat, plus nous étions pris à notre propre piège. Si nous avons mis au point des nouvelles méthodes pour motiver les élèves, nous devrions nous-mêmes nous montrer motivés. Et nous, les premiers cobayes, nous en avons subi les conséquences. Moi, mon grand débat, ça a été l'instauration, par exemple, l'intégration des langues vivantes dans l'enseignement. Les langues vivantes étaient le jeudi soir, après le sport. Pensez, il n'y avait personne. Et de 17 à 19 heures, c'était pratique pour les professeurs qui avaient tout d'un bloc, mais pour nous, les élèves, c'était totalement inefficient. Et on a réussi à les réintégrer dans l'enseignement comme des matières comme les autres. Voilà. Donc voilà un petit peu je vous ai détaillé un petit peu les résultats des différentes commissions, commission permanente, commission pédagogie, commission statut des professeurs. Alors chaque fois tout ceci a donné lieu à des papiers qui ensuite ont dû être soumis, parce qu'après j'ai pas tout suivi les débats du conseil de perfectionnement, et tout ça devait être mis en musique, une fois décidé et co-signé. Chaque note de conclusion était co-signée d'un professeur, d'un élève nommément désigné. Donc ensuite ça passait un peu comme devant l'Assemblée nationale et le Sénat, et puis pour être soumis avec force de loi. Et voilà comment pour nous, après c'était les vacances. Alors certains partaient en période militaire, la plupart d'ailleurs, première période militaire. Je ne vous cache pas que l'inquiétude des militaires quand ils ont vu arriver tous ces gens-là avec des cheveux plus longs que les miens, et puis qui leur avait fait peur, donc nous c'était coïncident. On a été suivis de très près cette année-là. On nous a rien épargné. Les marches de nuit, les embuscades de nuit, la langue bretonne de nuit comme de jour. Bon, on a tout subi, on n'a pas fait de rébellion. Je dirais que les militaires étaient les premiers surpris. Bon, mois d'août, puis arrive septembre, et là, le stage ouvrier. Alors, stage ouvrier. Là, c'était quand même particulier. Moi-même, je me suis retrouvé dans la mine, stage ouvrier à la mine des Carmeaux. Carmeaux, lieu mythique. En plus, j'étais logé, c'est le délégué CGT. Pas mal aussi. Bon, j'ai découvert la mine, ça je ne me cache pas. Et c'était l'endroit de Jean Jaurès. Bon, j'ai découvert que la CGT n'était pas tellement en faveur de 68. Donc, à part les accords de Grenelle, ils n'ont rien tiré du tout. La deuxième année, plus calme. Deuxième période militaire. Bon, on choisissait notre option, je veux dire, on était très occupés. Après toute cette agitation, il fallait retravailler. Atmosphère étrange par les périodes militaires, l'ennemi venu de l'Est. Bon, pas de rébellion non plus. On aurait dit que l'esprit révolutionnaire s'était éteint. Arrive la deuxième entrée et nous commençons à subir les premiers cours étranges, les nouvelles grilles horaires. Alors l'épistémologie, j'ai retrouvé mon cours il n'y a pas longtemps, oui c'était Merleau-Ponty. Bon, maintenant qu'on sait qui est Merleau-Ponty, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, on aurait pu se rendre compte que, mais bon, en tout cas je pense que ce cours a dû disparaître assez rapidement cependant. L'économie politique, bon, notre ancien professeur trône dans l'ensemble des élèves de l'association, donc je ne dirai pas beaucoup, mais quand je relis ses cours, ça prête relativement à sourire. On était assistants, on participait plus, dans le comité de gestion de l'école, il y a eu des élections, mais bon. Alors l'idéologie était toujours en sommeil et se manifestait sous d'autres aspects. Voilà, il y avait un sentiment diffus de rejet, toujours de rejet du système et de la classe dominante, parce qu'on restait marqué par cette ambiance de gauche. Et en plus, il régnait une espèce de compétition entre promotions.
nous, notre promotion, on avait connu, mais les suivants qui arrivaient, ils voulaient se montrer encore plus révolutionnaires que nous, même après la bataille. Donc ils sont arrivés en disant, nous, on forme une communauté. Je me souviens de ces deuxièmes années. Bon, ils ne voulaient pas se montrer en dehors du coup. Arrive la troisième année, et là, c'est l'époque où on devient ancien, on a déjà 2 promotions et une révolution derrière nous. Les réformes sont maintenant dans les mœurs. Bon, on se sent assez proche des nouveaux enseignants, en tout cas sûrement, et des assistants qu'on a connus. Et puis le diplôme est au bout du chemin. Donc, nous étions à peu près en tenaille entre 2 promotions à l'époque. Puis ce qui se passait surtout, c'est qu'à l'époque, le mouvement hippie se radicalisait également. Il fallait faire des communautés. Bon, nous, la deuxième année arrivait en disant, nous, on forme une communauté. Bon, ceci dit, en dehors de l'effet d'annonce, je n'ai jamais senti qu'ils soient moins individualistes que les autres. Mais c'est surtout des troisième années que nous vint la leçon, des ex-troisième années. Un groupe de 4 troisième années, et là c'était un petit peu la réalisation de notre aumônier qui était un monniériste convaincu. Je pense qu'il a voulu faire son premier phalanstère parce qu'il a essayé de former une communauté réelle de 4 troisième années, ex-troisième année, donc il venait d'entrer dans la vie active, qui était logé à Mureil, sous la bienveillance de l'aumônier, et on a fait beaucoup de réunions chez eux, certains soirs, des réunions actives, des discussions, toujours aussi passionnées, parce qu'il y avait parmi eux, certains que je connais toujours, des gens extrêmement, extrêmement passionnés, et